Pour l'instant, en direct, c'est le débat du Grand Soir 3. Le troisième jour de grève est confirmé demain à la SNCF. Le conflit se durcit ce soir. Pourquoi? Qu'est-ce que les cheminots reprochent à la réforme? Vous allez tout comprendre avec nos invités. Je commence par le rapporteur du projet de loi qui est à ma droite, Gilles Savary. Vous êtes concerné au premier chef puisque c'est vous qui vous occupez de ce texte qui devrait être discuté mardi prochain à l'Assemblée. Député PS de Gironde et vous travaillez depuis longtemps sur ce domaine des transports. Gilbert Garel, vous sortez justement de ces négociations qui ont mal tourné, si on peut dire ce soir, secrétaire général de la CGT cheminot. Vous nous direz pourquoi ça bloque et ce que vous demandez. Et puis un confrère spécialiste de ce dossier, Marc Fressoz, journaliste économique. Merci beaucoup à tous les trois d'être avec nous. Je me tourne vers vous, Gilles Garel. Pourquoi ce durcissement? Pourquoi s'arrêter sur cet échec alors que le ministre des Transports semblait optimiste, on l'a entendu sur France 3 tout à l'heure? Écoutez, effectivement, nous avons eu près de 3 heures de discussion ce matin avec le ministre qui devait aboutir sur un texte qui laissait entendre qu'il nous avait entendu et que le contenu de ce texte devait nous satisfaire. Dans les faits, après analyse et décryptage de ce texte que nous avons eu à un dernier moment de la négociation, et après diffusion de ce texte à nos militants sur le terrain qui sont engagés dans l'action, force est de constater que rien n'a été modifié sur les 3 points cruciaux, je dirais, la réunification réelle du système ferroviaire, le traitement de la dette et du financement de la régénération du réseau qui est essentiel, et puis le troisièmement, c'est le volet social, bien entendu, les conditions sociales des cheminots et puis la préservation de notre statut. On va aller dans le détail. Tous les gens qui nous regardent ce soir, sans faire de populisme ou de prosélytisme, s'inquiètent. Il y a beaucoup de jeunes qui passent le bac lundi, c'est l'épreuve de philo. Qu'est-ce que vous leur répondez? Vous êtes conscient de la gêne occasionnée? Est-ce que ça peut durer jusqu'à lundi? Écoutez, nous sommes très conscients de la gêne occasionnée. Chaque fois qu'il y a une grève à la SNCF, c'est d'ailleurs la seule occasion qu'on a de parler des services publics. Le reste du temps, on parle de clients et là, on parle d'usagers. Mais nous disons, nous, on est toujours ouvert au débat, on est toujours ouvert à la négociation, on est toujours, même le samedi, même le dimanche, même la nuit, s'il le faut. Néanmoins, il va falloir qu'on ait des réponses adaptées. S'il n'y a pas possibilité, il y a une autre possibilité qui est offerte, c'est de reporter l'examen du projet de loi parce qu'il y a une procédure d'urgence la semaine prochaine quand même. Alors, on va évidemment donner la parole à nos autres invités, mais vous ne le découvrez pas ce texte. Ça fait 2 ans que vous le discutez, qui se construit au fur et à mesure. Je crois que le gouvernement ne découvre surtout pas notre mécontentement. Il y a eu une journée d'action de grève en juin 2013, une autre en décembre. Il y a eu une énorme manifestation le 22 mai dernier, juste avant la réunion de la Commission de développement durable. C'est-à-dire que ce que nous reprochons à ce texte, le gouvernement et le ministre concernés connaissent vraiment notre mécontentement sur le contenu. Alors, Gilles Savary, est-ce qu'on peut, en quelques mots, très clairement, expliquer à nos téléspectateurs l'enjeu, le but de cette réforme ferroviaire? D'abord, on a un système ferroviaire français qui est au bord du collapse. Il est très gourmand en subventions, 13 milliards par an. Il est surendetté, plus de 40 milliards. Il a été plombé par le fait qu'on a caché la dette pour entrer dans l'euro en 1997 et qu'on y a rajouté le tout TGV. Il a un réseau classique qui est en voie d'affaissement. Il y a 3000 km de lignes qui sont ralenties. Il y a une Île-de-France qui commence à se tiers-mondiser sur certaines lignes. Bref, on a un système ferroviaire qu'il faut absolument réformer. Et puis, il a des concurrents. Il n'est pas seul au monde. Des concurrents redoutables. C'est vous et moi qui choisissez soit de prendre la voiture, soit d'envoyer votre colis par le camion, soit de prendre un low cost. On n'est plus dans un monde où... Sans parler de 2019, l'échéance européenne où ce sera mais ouvert. Ça, c'est la concurrence sur le réseau. Elle est déjà ouverte, c'est Jean-Claude Guessot qui l'a ouverte. Il y a 30 compagnies, ça n'est pas redoutable. Ce qui est redoutable, c'est ce qui se passe à côté. Aujourd'hui, il y a 500 000 personnes par jour, déjà, qui font du covoiturage. Et donc, il faut que notre système ferroviaire s'adapte à tout ça, et il faut qu'on revoie les bases financières. Voilà. Marc Fressoz, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas forcément très bien. Moi non plus. Vous allez nous éclairer, j'espère en tout cas. En 97, on coupe l'entreprise en deux. Le réseau d'un côté, la SNCF de l'autre, pour rentrer dans les normes européennes, voilà, pour préparer la concurrence. Et puis là, aujourd'hui, et c'est là que vous nous direz, parce que là, je ne comprends pas non plus, plus ou moins, on les réunit, on les remet sous le même toit avec un chapeauté par un organisme, et ça va toujours pas. Voilà, en fait, on relie les deux, parce que jusqu'à présent, RFF était le gestionnaire du réseau, était indépendant de la SNCF. Et là, on fait plaisir aux cheminots, puisqu'on relie le réseau qui se baladait tout seul, on le relie à la SNCF. Et en fait, en 97, on a fait une mauvaise réforme, c'est-à-dire qu'on a mal séparé. Par exemple, dans les gares, vous avez les quais qui sont
propriété de Réseau Ferré de France, et vous avez les gares qui sont propriété de la SNCF. Et donc, quand il faut, par exemple, prévoir des quais, prévoir des quais assez larges... Ça a été illustré récemment avec la fameuse histoire des rames qui n'étaient pas adaptées. En fait, les deux collègues, la RFF et SNCF, n'arrivent pas à se parler, ils se déchirent, ils se disent c'est toi qui dois faire, c'est moi qui dois faire. Et donc, la réforme, elle consiste en fait à mettre un seul patron pour la gestion du réseau. Et donc, d'un côté, il y aura ceux qui gèrent les rails, et de l'autre côté, ceux qui gèrent les trains, la SNCF qui exploite les trains, les TGV, les TER, etc. Mais ça ne plaît pas à la Alors, c'est là où on vous suit moins bien, Monsieur Garel. Vous parlez tout à l'heure de l'entreprise commune. On retourne vers ça, là, aujourd'hui. On remet RFF et SNCF ensemble. Alors, pourquoi c'est pas assez? On les ramène pas assez ensemble, à votre sens? La vraie colère, c'est qu'en octobre 2012, Frédéric Cuvillier, lors des 75 ans de la SNCF, annonce « Je vais réunifier le rail, je vais réunifier... les cheminots et la SNCF, et je vais répondre aux besoins des populations. » Et puis, un an après, il sort un projet de loi, en octobre 2013, qui présente un conseil des ministres. Et en fait de réunification, aujourd'hui, on l'a dit, deux EPIC, deux entreprises publiques, ça ne fonctionne pas. Mais avec des cheminots sous statut, on touche pas au statut. Il nous sort un projet avec trois entités complètement indépendantes, complètement autonomes. Avec trois entités, monsieur Pépi, le président de la SNCF, qui sera au sommet. Sous la même autorité, avec Mais ce sont trois entités complètement autonomes, tellement autonomes que la loi prévoit d'ailleurs que ce sont trois employeurs différents, qu'il y aura deux conseils d'administration. C'est-à-dire qu'on a un système qui va encore en moins fonctionner. Je prends l'exemple des quais et des rames. Mais les rames seront du côté transport, les quais seront du côté réseau. On ne résout absolument pas ce problème. Et on en résoudra bien moins d'autres. Nous, ce que nous disons, en 97, la CGT, il y a 17 ans, disait ce qu'on est en train de faire est une ineptie. Elle l'a dit, et très très violemment. Tout le monde nous a rassurés en nous disant ça va régler le problème. Aujourd'hui, la CGT redit, on n'est pas en train de réunifier le réseau, la SNCF, on est en train de forger encore un système bicéphale avec une entité en haut qui est quand même qu'un vulgaire secrétariat. D'ailleurs, M. Bussereau dit régulièrement je le supprime dès que j'arrive. Je pense que le problème de la CGT et de Sudrail, qui sont les syndicats les plus réactionnaires, c'est que le problème de la réforme ferroviaire, pour eux, c'est que c'est une réforme. C'est-à-dire qu'on change les variables. En 97, quand on a fait la réforme, vous étiez contre, vous n'étiez pas content. Tout le monde dit, il y a eu les assises du ferroviaire, c'était un grand débat, droite-gauche, tout le monde a dit ça fonctionne pas, il faut changer. Et là, on change et vous faites grève. Et c'est une grève un peu d'enfant gâté, puisque vous êtes dans un système protégé, dans un pays où il y a 3 300 000 chômeurs, et vous bloquez les trains, et vous empêchez les pauvres gens qui vont travailler, qui ont encore un travail, de prendre le train. Et ça me fait rire. C'est peu populiste comme raisonnement. Depuis le début, la CGT, Sudrail, y compris l'UNSA, qui était dans une plateforme revendicative qu'on avait collaboré, disent qu'il faut une réforme. Entre dire il ne faut pas cette réforme et dire il faut une réforme, c'est différent. Le retour à 1938. Monsieur Savary, est-ce que effectivement il y a des corporatismes qui résistent? Est-ce que les cheminots ont raison d'être inquiets sur leur statut? Ou est-ce qu'il faut absolument en passer par la réforme? Il y a des corporatismes partout en France. Partout en France, c'est pas le problème des cheminots. Politiquement correct, là, ce que vous me répondez. Pas du tout, c'est pas les cheminots. Regardez, il y a les taxis, c'était hier, il y a les intermittents du spectacle qui vous concernent. Chacun essaie de se défendre dans une période de crise où on redoute la régression sociale. Donc je pense qu'il y a une certaine légitimité, du moins on peut comprendre. Par contre, ce qui nous désempare, c'est qu'il y avait une solution qui était prônée par Bruxelles, c'était de rester avec deux entreprises séparées. Il y a la droite au Parlement qui veut deux entreprises séparées. On fait un groupe. Ce groupe, on le fait avec des établissements publics, industriels et commerciaux. On le fait un modèle à l'allemande, après qu'on ait obtenu de Bruxelles, Frédéric Cuvillier, après un mano à mano terrible de plusieurs mois, grâce aux Allemands, que l'on puisse constituer un groupe. Nous faisons le groupe le plus français possible, le plus de services publics possible. Et c'est pour ça que ce sont des EPIC. Et aujourd'hui, les syndicats n'en veulent pas. Deuxièmement, on ne touche pas au statut. On ne touche pas au statut. Ça, vous pouvez le dire. Attendez, excusez-moi. Non, mais vous le garantissez parce que c'est là-dessus. Bien sûr que je le garantis. On ne touche pas au statut. On pourra recruter au statut. Les gens qui ont le statut le garderont. Qu'est-ce qu'on fait? On met par contre en place une convention collective pour éviter qu'il y a déjà 30 compagnies ferroviaires sur le réseau, qu'il y ait du dumping social et qu'on déstabilise la SNCF, les agents de la SNCF. C'est-à-dire que les nouveaux entrants aient des règles sociales qui seront négociées par les syndicats, Et voilà que les syndicats ne sont pas d'accord. Donc ça nous met quand même en difficulté. Par contre, je veux dire une chose quand même ici. Ils ont
de légitimes inquiétudes en matière d'assainissement du financement des systèmes. La dette, En 1994, les Allemands ont repris la dette. Et nous ne sommes pas aujourd'hui en situation de le faire en France. Et je crois que là, les cheminots ont une revendication tout à fait légitime, que je partage personnellement. Je le dis, il faudra qu'on règle un jour le problème de cette dette écrasante qui fait qu'ils ont peur de travailler pour les financiers. On va la remontrer en chiffres, 44 milliards d'euros, 33 milliards pour RFF, ça augmente d'1,5 milliard par an. Monsieur Garel, qu'est-ce que vous répondez au rapporteur du projet? Parce qu'il vous dit le statut est préservé, il sera préservé pour les nouvelles entrants. On va vers ce que vous voulez pour une entreprise rassemblée sous un chapeau commun. Moi, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'il faut de plus? Qu'est-ce que vous demandez précisément? Ce qu'on demande, je vous l'ai dit, on le dit, ce sont ces 3 volets. Un, une réunification, ce n'est pas une réunification de la façade. On veut effectivement que les cheminots reprennent le travail ensemble sur un réseau guidé comme le rail. Il n'y a que par le travail ensemble, il n'y a que par une réelle réunification qu'on ne pourra le faire. Deux, on est d'accord avec monsieur Savary, c'est la question de la dette. La dette est une dette d'État en grande partie. C'est la création des LGV à son origine, c'est la régénération du réseau. 3, le financement. Il y a aujourd'hui 1,5 milliard à 2 milliards à trouver pour régénérer le réseau, pour le remettre en état d'ici 2025. Aujourd'hui, tout repose sur la productivité des cheminots. 4, quand on nous dit on va préserver le statut, je regrette. La loi telle qu'elle est inscrite aujourd'hui n'oblige en rien à embaucher au statut. 1. 2, Guillaume Pépi, sur au moins 5 sujets du statut, a déjà attaqué le statut. Alors, donc, je vais vous redonner la parole. En termes de préservation, c'est quand même un peu bas. Monsieur Garel, excusez-moi. On va aller en Allemagne, messieurs, si vous voulez bien. Oui, on va aller en Allemagne. Je reviendrai sur le sujet du statut. Ça va relancer ce débat qui est quand même très bien lancé quand même, mais ça va nous donner d'autres arguments. On invoque souvent le modèle allemand et pour cause, outre-Rhin, vous le disiez, nos voisins se sont attelés à la réforme, ils ont gagné en compétitivité. Je voudrais juste vous donner ce chiffre avant de rejoindre Pascal Thibault. En France, les TER, ça coûte 20 € par kilomètre et par an, vous le voyez sur cette illustration, contre 12 € par kilomètre et par an en Allemagne. Bonsoir Pascal, est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé à Berlin? C'est comme d'habitude le fameux dialogue entre toutes les parties pour assainir la Deutsche Bahn. Oui, c'est une réforme qui remonte à il y a 20 ans, 1994, où on a mis les 2 entreprises venant de l'Est et de l'Ouest après la réunification, qui avaient accumulé, on l'a entendu, un fort endettement sous le même toit, sous le toit d'une société de droit privé, mais appartenant encore aujourd'hui à 100% à l'État, et qui regroupe à la fois les infrastructures, mais également les activités de transport des personnes et du fret. Donc il y a 20 ans, avec pour objectif effectivement de limiter l'endettement, même s'il a fallu aussi beaucoup investir dans les années qui ont suivi en raison d'infrastructures qui étaient déficientes. Il a fallu aussi effectivement résoudre le problème des statuts. Ça s'est fait de façon plutôt consensuelle. À l'époque, il y avait encore 100 000 fonctionnaires à côté des 250 000 employés contractuels que comptait la nouvelle société, la Deutsche Bahn. Aujourd'hui, la part des fonctionnaires s'est amoindrie depuis 20 ans. Un certain nombre d'objectifs ont pu être tenus. Augmenter le nombre de passagers, notamment utilisant la Deutsche Bahn, même si en part de marché, il y a eu un accroissement relativement limité finalement après 20 ans. Et cette réforme provoque toujours beaucoup de frictions, de polémiques, 2 décennies après son introduction en Allemagne. Voilà, qui est quand même rassurant, Pascal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous donner l'occasion de faire cette comparaison. Marc Fressos, c'est le modèle à suivre, le modèle allemand? Encore une fois, on dirait en la matière. Oui, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, donc la Deutsche Bahn a été soumise à la concurrence chez elle très tôt, il y a plus de 20 ans. Et aujourd'hui, qui est-ce qui domine le fret? Qui est-ce qui encercle la SNCF? C'est la Deutsche Bahn. Alors dans le fret, je l'ai dit, mais aussi dans le voyageur. Et demain, la Deutsche Bahn sera peut-être en train d'exploiter des trains régionaux. Et donc c'est l'exemple. Alors jusqu'à présent, les syndicats avaient l'exemple de l'Angleterre en disant là c'est le bain de sang, ça a été la découpe. Mais on a un autre modèle d'ouverture à la concurrence, régulé, tempéré, c'est le modèle allemand. Et donc en Allemagne, les régions en fait ont eu besoin de moins d'argent pour faire circuler plus de trains, en Allemagne.
Et donc c'est vers ce modèle qu'on pourrait aller. Sauf que là encore, alors je dirais que certains syndicats en fait prennent en otage, alors on dit ils prennent en otage les usagers, mais ils prennent en otage aussi les cheminots. Parce qu'il y a 4-5 ans, il y avait une expérimentation qui avait été faite, il y avait 1000 volontaires, 1000 conducteurs de fret volontaires qui étaient d'accord pour assouplir les règles de conduite des trains de fret à la SNCF. Et c'était une avancée assez extraordinaire pour que ce soit plus compétitif. Et il y a 2 syndicats qui ont dit non, ça nous plaît pas à nous. C'est évidemment Sudrail et la CGT. Et aujourd'hui, le fret se meurt et va sans doute disparaître, quoi. Gilbert Garel, je vous vois hausser les yeux au ciel. Non, mais le modèle allemand, est-ce que ça peut pas être une piste, une référence? L'Allemagne a été se battre auprès de la Commission européenne pour dire nous, la Deutsche Bahn, on ne veut pas être coupé en deux, on veut rester une entreprise unique, ce qui a permis aussi à la France de travailler en ce sens. Nous avons un peu assez de tout comparer à l'Allemagne, et l'Allemagne fait tout mieux que nous. Nous rencontrons régulièrement des syndicalistes allemands. Je peux vous garantir qu'en termes de régression sociale, la reconstitution de l'ADB a été pour eux un vrai coup de poignard. C'est clair. On l'a dit. C'était des fonctionnaires, on a transformé un statut de droit privé. Ils sont restés pendant 6 ans en blocage de salaire. Ils ont eu des modifications très conséquentes sur leurs conditions de travail. Les syndicalistes allemands, eux, ne se servent pas de la DB comme modèle. Ça, c'est clair. Voilà. Et puis, j'en ai un peu assez quand même d'entendre parler d'otage. Moi, on sait ce que c'est qu'un otage. Ce terme doit être utilisé pour sa vraie valeur. Voilà. Attention, mais est-ce qu'on n'agite pas le chiffon rouge de 95? Est-ce que c'est pas ce que vous êtes en train de faire en durcissant le mouvement de grève? On se rappelle que 95 avait tout paralysé. Mais on n'était pas en train ni de durcir ni de faire un comparatif avec 95. Vous n'êtes pas en train de durcir le mouvement ce soir en le prolongeant. Nous disons au gouvernement, ouvrez de véritables négociations. Laissez-nous le temps pour débattre, laissez-nous le temps pour discuter. Jusqu'à aujourd'hui, il a fallu qu'il y ait ce mouvement de grève pour qu'enfin on nous réunisse pendant 3 heures et qu'on commence à nous écouter quand même. Donc nous disons, il y a possibilité de nous écouter, il y a possibilité pour une autre réforme, pour modifier en profondeur ce texte, prenons le temps de le faire. Gilles Savary, la grève de 95, c'est un repoussoir, c'est un autre sujet. Spectre. C'est un autre sujet. Est-ce qu'on peut aller vers ça? Est-ce que c'est quelque chose qu'on redoute? C'est un autre sujet, la grève de 95. C'est des cheminots qui se battaient pour leur régime de retraite et des droits acquis, comme beaucoup d'autres le font. Aujourd'hui, c'est l'avenir de la SNCF qui est en cause. C'est l'avenir. Si on ne fait pas cette réforme, ce n'est pas de fétichisme de la réforme. Ça sera la sélection naturelle la plus violente. Elle est déjà en route. Vous parliez tout à l'heure du statut. Mais Monsieur Garel, il y a 950 filiales de droit privé à la SNCF. Déjà, la SNCF est en train de laisser couler les pics et le statut en ayant des stratégies de diversion. Fret SNCF, l'entreprise sous statut, décline. SNCF a créé une entreprise, une ESA privée qui s'appelle VFLI, qui augmente ses trafics. Si on ne fait pas de réforme, c'est pas grave. Pas de fétichisme de la réforme. C'est les cheminots qui vont morfler très fort, et peut-être l'entreprise. Du coup, qu'est-ce qu'on répond à ça? Est-ce qu'on sera prêt si on ne fait rien? Monsieur Savary touche à un sujet qui est très profond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un président de la SNCF qui se préoccupe plus de développer des filiales, mais surtout à l'étranger. C'est-à-dire que sa principale préoccupation, c'est de développer Geodis, qui est du camion, de développer Keolis à Sydney, aux États-unis, en Angleterre, y compris en Allemagne. Non mais on va recentrer, il peut pas réformer la SNCF, donc plutôt que de développer le service public. Recentrons sur les trains et ce qui intéresse les Français qui nous regardent. Ils connaissent cette échéance. On sait qu'on va avoir une libéralisation, une ouverture à la concurrence dans 5 ans. Est-ce que si on ne fait rien, comme dit Monsieur Savary, est-ce que vous avez l'impression, est-ce que vous ne craignez pas de mettre votre entreprise en danger? La libéralisation, l'ouverture à la concurrence, l'abandon du monopole public pour une entreprise publique, c'est un choix politique. Tout le monde nous dit c'est imposé par Bruxelles, etc. On ne parle pas de ça pour l'instant dans la réforme. Voilà, c'est un choix politique. On n'en parle pas, mais ce qui est à remarquer, c'est qu'à l'époque, quand Frédéric Cuvillier, je le disais, en octobre 2012, présentait sa réforme, il disait l'ouverture à la concurrence n'est pas à l'ordre du jour. Un an après, il dit cette réforme est faite pour préparer l'ouverture à la concurrence. Nous disons l'objectif essentiel, c'est le dumping social, c'est l'abaissement des normes sociales dans notre pays. Le mot de la fin, un mot tous les deux, et on rend la parole à Dominique Marie qui nous attend. Mais oui, on parlait de 95, ça a été vraiment un traumatisme chez tous les gouvernements. Puisque en 95, il y a eu 3 semaines de grève. La France était bloquée, on a dû abandonner les réformes qui étaient en cours. Et depuis, tous les gouvernements ont peur des syndicats, voilà, de la puissance des syndicats des cheminots, et donc se taire dès que ça bouge. Monsieur Savary, moi, je souhaite m'adresser aux cheminots pour leur dire qu'il faut qu'ils fassent très attention. Oui, ça fait 3 ans
3 ans que cette affaire est sur le grill. C'est que tout le monde connaît la réforme, tout le monde sait les efforts qu'on a fait pour faire en sorte qu'elle soit un compromis acceptable. C'est vrai qu'il y a des normes de Bruxelles qui nous imposent d'avoir une filiale particulière pour l'infrastructure par rapport à la compagnie. C'est pareil à la Deutsche Bahn. Le reste du monde en vit très bien. L'Europe en vit très bien. Je ne vois pas pourquoi la France serait pas capable de surmonter ce défi. Monsieur Garel, votre message ce soir, on doit vous écouter. Vous êtes prêt à négocier demain? Vous retournez aux négociations demain? Le dialogue est toujours ouvert? Dès que mon téléphone sonne, je retourne au ministère dialoguer, discuter. Nous sommes ouverts à toute discussion. Ce que nous voulons réellement, c'est un véritable service public français pour les usagers et casser cette image qu'a aujourd'hui la SNCF, parce qu'on parle des soucis des usagers les jours de grève, mais après tout le reste de l'année, on parle des désagréments des usagers. Vous êtes prêt à retourner voir M. Cuvillier demain? Bien sûr, bien entendu. Merci infiniment à tous les trois d'être venus réagir à chaud sur ce problème qui nous concerne tous. Je donne